Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Laprosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseau. Je crois bien qu'en date d'aujourd'hui, le 15 juin, la migration printanière devrait être finalement achevée pas mal partout au Québec, même en Gaspésie, même sur la Côte-Nord, sauf peut-être dans le nord de la province. Je ne sais pas si on a des auditeurs qui habitent le nord du Québec. C'est le moment d'aller visiter vos nichoirs préférés, de surveiller la progression du nid qui est dans votre cour, des sorties où les moustiques malheureusement et le soleil heureusement abondent. Une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler aujourd'hui d'une sortie que j'ai faite moi-même au parc du Mont-Tremblant et au domaine Saint-Bernard en vertu de 2 lots achetés à l'encan de Québec Oiseau. J'ai été accueilli de façon absolument formidable par l'équipe du Club des Hautes-Laurentides, grâce à laquelle j'ai pu observer 76 espèces d'oiseaux en mai et en juin. Parmi les plus belles observations rendues possibles grâce à l'encan, je retiens la pariade d'un buteur d'Amérique à une femelle qui semblait pas très intéressée et des vues splendides de nids de grands hérons sur des immenses lacs et des étangs des Laurentides. Et évidemment, on vous reparlera au début de 2027 de l'encan à venir l'an prochain. Il ne sera jamais trop tard quand de nouveaux lots seront aux enchères, mais je tenais vraiment à souligner le plaisir que j'ai eu avec le COHL et les remercier chaleureusement. En parlant de chaleur, on espère que vous ne nous écoutez pas par grande canicule parce qu'on voyage ce mois-ci vers un pays qui est justement réputé pour le soleil et le beau temps, la Grèce. Thomas Brault nous parle aujourd'hui de son expérience de bagueur sur une île grecque le temps d'un printemps. Bonne écoute! Alors, je suis ici à Montréal avec Thomas Brault, qui est étudiant à l'Université du Québec à Rimouski, donc qui se déplace aujourd'hui à Montréal. En fait, il était de passage, on l'attrape, qui vient pour nous parler d'un article qu'il a signé dans le numéro d'été de Québec Oiseau du magazine. Bonjour Thomas, premièrement. Bonjour Gaspard. Oui, et puis tu es ici pour nous parler de ton expérience à une station de bagages en Grèce. Alors, premièrement, peut-être nous dire comment c'est arrivé dans ton parcours que tu as été invité, ou je ne sais pas, que tu t'es proposé, que tu as appliqué pour devenir bagueur comme ça en Grèce. Ouais, c'est moi qui me suis proposé, qui me suis présenté à l'organisme. Okay. Comment c'est arrivé dans mon parcours? J'ai fait la technique de bioécologie au cégep de Sherbrooke, qui se termine par un stage. À la dernière session, après quelques cours condensés, on invite tous les étudiants à se trouver un milieu de stage. Puis on était 2, là, mon ami Mathis Duchesneau et moi, qui avaient envie de voir du pays, de voyager à travers cette expérience-là. Puis, pas de faire un stage aux autres grandes baies, quoi. Ouais, c'est ça. D'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres manières de voir la biologie, d'aller voir d'autres écosystèmes. Puis c'est donc en cherchant sur Internet qu'on est tombé sur l'observatoire en Grèce qu'on a choisi, là. Ah oui, OK. Donc, c'est vraiment juste une simple recherche Google, du furetage, comme ça. Ça a été la Grèce, ça aurait pu être la Thaïlande, ça aurait pu être n'importe où qui aurait eu une belle opportunité, puis ça s'est tombé sur celle-là, ouais. Ah oui, fait que c'est vraiment un bar hasard. C'est pas vraiment un hasard, mais donc, finalement, vous avez jeté votre regard sur la Grèce, puis vous avez appliqué, puis ça s'est passé comme ça. Ils vous ont dit, oui, venez-vous-en. Oui, ils sont vraiment ouverts à recevoir des bénévoles, des apprentis bagueurs de partout dans le monde. C'est très courant pour eux autres. Puis c'est sûr que dans nos recherches, il y avait le filtre oiseau. C'était comme un peu notre priorité. C'était ça qu'on cherchait à avoir comme expérience, là. Puis, dans la technique, est-ce que vous apprenez automatiquement à baguer? Est-ce qu'il y a un cours spécifique pour ça? Est-ce que c'est une expérience que tu as faite à l'extérieur de tes études? Comment ça fonctionne? Comment tu as appris? Mon premier contact avec le bagage a été dans le cadre de la technique. Fait qu'il y a un cours qui nous amène à faire une semaine de bagage. Bon, c'est à Sherbrooke. C'est rien de bien ambitieux, mais il y a quand même une initiation qui est faite, puis qui m'a permis de manipuler quelques individus, 3-4 individus, démailler des oiseaux, installer les filets japonais. C'est comme rencontrer ce milieu-là, puis assez pour que la moitié du groupe sorte de là avec une curiosité, puis définitivement un envie D'en baguer plus. D'en baguer plus, oui. Parle-nous peut-être justement du site sur lequel vous êtes allé baguer en Grèce. De quoi ça a l'air? Où est-ce que c'est situé déjà par rapport au pays? Combien de temps ça prend pour se rendre là-bas lorsqu'on part, j'imagine, de l'aéroport d'Athènes? Oui, où c'est situé dans le pays, c'est une île, là, comme... Beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Grèce. Puis il y a la grande île de Crète au sud de la Grèce, là, qui ferme la mer Égée. Donc c'est entre l'île de Crète et le Péloponnèse, là, si les gens peuvent se situer un peu sur une carte. Le Péloponnèse, c'est comme la péninsule grecque
Y là, qui s'avance dans la mer. Voilà. Donc, on se situe dans cet endroit-là. C'est dans la région des îles Ioniennes qu'ils appellent. Là. C'est comme la région administrative, si on veut, dans laquelle ça se retrouve. Combien de temps ça prend depuis Athènes? Ben, ça nous a pris 6 heures d'autobus. On s'est retrouvé dans une gare d'autobus à 5 heures du matin à Athènes. Puis l'anglais, c'est pas trop fort là-bas. Là, fait que vraiment, c'était assez périlleux de se rendre. 6 heures d'autobus depuis Athènes jusqu'au port. Après ça, ben, c'était de prendre le traversier. Puis ça, c'est un souvenir qui est loin, mais un autre 5 heures, je pense, de bateau après ça pour se rendre jusqu'à l'île. Là. Fait que... Évidemment, les gens vont pouvoir lire l'article dans le magazine. On voit que c'est comme une île qui est très petite, où il y a très peu de gens. Combien de temps t'as passé là-bas à baguer des oiseaux? Ça a été 2 mois complets. 2 mois sur complets? Cette île-là, recluse, isolée, coupée du monde quasiment. Là. Alors, à quoi ça ressemblait vos journées là-bas? Les journées, ben, comme dans toute station de bagage, ça commençait tôt. Oui, avant le lever du soleil, même des fois. Avant le lever du soleil, quand tu étais chargé d'aller ouvrir les filets. Okay. Puis on avait des rondes, donc jusqu'à 13 heures à peu près, qu'on baguait toute la matinée. Là, fait qu'il y a des rondes aux heures. Puis ben, la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'on ferme les filets à 13 heures, qu'on remonte, puis qu'on fait la saisie de données, une fois que tout ça c'est fait, ben, tu as tout ton après-midi puis ta soirée pour... te prélancer sur une île grecque, là, c'est vraiment la beauté de la chose. Là. Mais fait, des journées qui roulaient tranquillement comme ça, un petit rythme de vie. Là. Ouais, un rythme de vie très, ce qu'on imagine, là, très cliché, méditerranéen. Carrément cliché. Là. Avec le soleil, etc. Ouais, tout ça, les eaux turquoises. Là. C'était quel mois où vous étiez là-bas? Ça a été de avril à fin mai. On est-tu parti le 1er juin? Quelque chose comme ça. Là. Okay. Ouais. Donc, c'était pas mal pendant la même période, finalement, de migration que la haute période ici au Québec. Oui, ça, c'est commun. Là. C'est la même chose. OK. Et puis, au niveau de la végétation, de l'habitat, de quoi ça a l'air, ces îles-là? Complètement différent avec ce qu'on a ici. Là. L'arbre le plus haut que j'ai vu sur l'île, je pense qu'il devait mesurer 4-5 mètres. Là. Puis, il y en a très peu. C'est de la végétation, c'est des arbustes. C'est des arbustes à grandeur. OK. Faut dire que la végétation, tant qu'à parler de ça, était un peu perturbée. Avant, il y avait plus d'habitants sur l'île, beaucoup plus qu'il y en a maintenant, quelques centaines, puis ça a été beaucoup aménagé en terrasse, l'île. OK. Donc, ça leur poussait à travers ça, fait qu'on retrouve des fois des vieilles plantations qui ont... Comme de l'agriculture qui a été progressivement abandonnée. En jachère, c'est ça. OK, oui. Mais des fois, j'étais appelé aussi pour d'autres projets d'études comportementales, entre autres, là. Okay. À me déplacer sur l'île. Puis là, on était dans le genévrier, mettons, jusqu'à hauteur du tronc, des épaules, là, puis mur à mur. Là. C'était dense, c'était pas possible de progresser à travers ça. Là. Ah oui, OK. C'est grand comment, cette île-là? C'est 2 km de long par 7... 2 km de large, pardon, par 7 de long. En gros, dans une randonnée, tu es capable de passer à travers. Là. OK. Donc, une île assez modeste. Évidemment, moi, une des choses qui me frappe de ton histoire, puis bon, quand on peut lire le compte-rendu, c'est le fait que la Grèce, ou enfin les pays européens, c'est pas des pays qu'on associe généralement à l'ornithologie, dans le sens où les Québécois, enfin les ornithologues avec qui j'ai parlé, ont comme il y a une espèce de dichotomie. Beaucoup vont aller, évidemment, les grandes destinations d'ornithologie pour nous, c'est le sud, donc le Costa Rica, le Panama, la Colombie. Sinon, ben, là, les voyages encore plus exotiques, ça va être l'Australie, le Kenya, Madagascar, donc des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, où là, il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'oiseaux. J'ai souvent entendu des ornithologues qui, quand même, finissent par voyager en Europe. Et, par exemple, quand ils ont un conjoint qui réussissent à les convaincre, ben là, j'aimerais ça aller en France, aller en Italie ou aller en Grèce. Évidemment, la Grèce, c'est un pays qui est quand même très, très touristique, une destination très populaire. Mais les gens, en général, font pas d'ornithologie là-bas. Alors, je me demandais justement, c'est quoi ton expérience justement de faire de l'ornithologie en Europe? Comment t'as trouvé ça? Puis quel genre d'oiseaux t'as vu en Grèce? Ah, c'est intéressant comme question, ça. C'est sûr que j'en conviens, quand on veut faire des voyages exotiques puis cumuler les espèces, je comprends qu'on va plus vers le sud. Oui. Puis c'est vrai qu'en Grèce, c'est pas là que j'ai eu la plus grande biodiversité ou le plus grand nombre d'espèces ajoutées à ma collection personnelle, on pourrait dire. Mais... la Grèce, c'est un pays que la tradition d'ornithologie est assez nouvelle là-bas aussi même. Là. OK. Dans ma conception de la chose, là, mettons, sur le corridor migratoire qu'on étudiait, nous autres, la Suède, eux autres, sont très forts en ornithologie, puis ça fait longtemps que s'est développé la culture là-bas des stations de bagages. En Grèce, c'est plus récent.
Je pense que le coordonnateur de la station était le premier à avoir le titre de maître bagueur dans ce pays. Ah oui, OK, fait que c'est très récent. Je sais que moi, quand je suis allé, et moi, j'ai fait de l'ornithologie en Autriche parce que j'étais justement là pour d'autres raisons personnelles en voyage. Et puis, on m'avait dit les destinations, justement, ornithologiques en Europe, puis c'était comme, les oiseaux sont relativement homogènes. Alors, les gens vont comme aux trois coins, entre guillemets, de l'Europe. Les gens vont en Espagne parce qu'il y a des oiseaux qui se retrouvent vraiment juste dans l'ouest, vraiment juste dans le sud. Les gens vont en Suède, justement, pour les oiseaux du nord. Et les gens vont en Turquie, où là, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont plus particuliers de l'Est de l'Europe, où les oiseaux vont passer. Donc, il m'avait dit, une fois que tu as fait l'Espagne, tu as fait la Suède, tu as fait la Turquie, tu as été comme de tous les bords de l'Europe, d'une certaine façon. On n'a pas vraiment besoin d'aller ailleurs, où ça, c'est comme le parcours typique. C'est comme les destinations vraiment typiques des ornithologues européens. Mais donc, continue, oui, tu disais que donc, c'est assez récent qu'en Grèce, on s'intéresse à ça, finalement. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant que tu l'amènes comme ça aussi. C'est ce qui avait été intéressant avec l'île où est-ce qu'on était, c'est qu'elle se situe un peu en différentes routes migratoires principales. Les oiseaux qu'on attrapait, leurs espèces, si on étudie tous les individus qui font leur migration, il y a une part de ces espèces-là qui vont plus avoir tendance à utiliser le corridor par la Turquie, par exemple. OK. Puis il y a une autre part d'espèces qu'on attrape plus, nous autres, en étant à l'est de la route principale, donc les espèces qui auraient pu traditionnellement passer par l'Italie ou même l'Espagne, tu sais. OK. Fait qu'en étant en Grèce, on va chercher un petit peu de ces deux corridors-là de migration. Ah oui, OK. Ouais. Sinon, si je disais que la culture de l'ornithologie est moins développée là-bas, je pense qu'ils sont rendus à peut-être 3 stations de bagages dans tout le pays, tu sais. OK, mon Dieu, c'est quand même un grand pays, là, c'est beau. Oui, c'est ça. Puis, fait que bref, définitivement, c'est émergent. Tantôt, on parlait de comment je suis tombé sur l'offre de stage. C'est sûr que si je me suis retrouvé là-bas, c'est pas tant pour courir après les espèces exotiques, mais plus par un heureux hasard, mais qui m'a amené à découvrir ce qui est le plus beau sur cette île-là, c'est la densité de rapaces, tu sais. Puis si je veux parler de l'expérience d'ornithologie, c'est ça qui la caractérise. Les oiseaux migrateurs qu'on avait dans nos filets, c'était une étude scientifique super intéressante, mais ce qui marque l'esprit, c'est vraiment la densité et la diversité des espèces de rapaces qu'il y a là-bas. Puis ça, c'est caractéristique vraiment, je pense, de cette île-là. Là. OK, de l'île en tant que telle. Puis c'est des rapaces qui sont nicheurs ou c'est des rapaces qui passent en migration? Il y en a plusieurs qui sont de passage. Les buses, les busards qu'on observait, certains vautours, eux autres ne sont que de passage. Mais les cresserelles puis les faucons d'éléonore dont je parle dans l'article, entre autres. T'en parles beaucoup dans l'article. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est l'emblème de l'île, vraiment. Puis parmi les oiseaux que vous avez bagués, est-ce qu'il y a des oiseaux qui étaient en particulièrement grand nombre? Là, évidemment, nous, je pense qu'on n'est pas extrêmement familier. J'ai l'impression que la plupart des auditeurs ne seront pas nécessairement familiers avec les espèces européennes. Justement, en plus, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, c'est-à-dire que c'est pas des destinations ornithologiques qu'on fréquente énormément. Alors, est-ce qu'il y a des oiseaux qui étaient particulièrement nombreux? Dis-nous un peu, admettons, c'est quoi les espèces que tu dis, ah oui, ça, à la fin, là, je les connaissais très bien, on en a vu vraiment beaucoup passer. C'est quoi les différentes vagues de passage aussi? Tu as été là pendant 2 mois. J'imagine qu'il y a certains oiseaux qui sont abondants au début, d'autres qui sont plus abondants vers la fin. Donc, c'est quoi les espèces d'intérêt là, que tu voyais là-bas? Ou est-ce que vous avez attrapé certaines espèces qui étaient surprenantes, que le maître bagueur était comme, waouh, ça, on n'attrape pas ça souvent? Ce qui composait l'essentiel de nos captures, j'ai envie de dire un peu comme ici, ce serait des oiseaux plutôt typiques pour la région. Tu sais, des fauvettes, des pouillots, qui sont des noms communs qu'on connaît pas trop ici, là, mais bref, qu'on pourrait comparer à des roitelets ou certaines espèces de parulines. Fait que, les fauvettes, d'ailleurs, les parulines s'appelaient fauvettes avant ici au Québec parce qu'ils les avaient associées aux fauvettes européennes. Hein. C'est ça. Fait que ça composait l'essentiel des captures, mais avec quelque chose de très commun là-bas, qui est moins commun ici, c'était les pigrièches. Ah oui, OK. On a battu tous les records de la station de bagages durant cette saison-là 2025 en termes de capture de pigrièches. Oui. Ouais, parfois à 35 individus par jour. Wow, OK. Puis je sais pas si vous avez déjà démaillé une pigrièche, là, mais c'est tout un exercice, puis tu laisses des bouts de peau, là. Ah oui, parce qu'ils ont un bec quand même pas mal spécialisé pour ça. Ouais. C'est quelles espèces? Est-ce que tu te souviens? Il y en a plus qu'une ou c'était vraiment une espèce en particulier? L'espèce, c'est ça, la plus commune de pigrièche, c'était la pigrièche écorcheur. On en a eu 2 autres. Ça inspire là, pour les doigts, là, ça, de se dire se faire écorcher. Ça le dit dans le nom, hein, c'est ça. Puis on a eu 2 autres espèces là, qui ont été de passage en moins grand nombre. Fait que ça, c'était vraiment une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Puis une autre chose qui a été vraiment particulière, c'est les loriots d'Europe. Il y a une photo dans l'article, encore une fois. C'est des oiseaux
qu'on pourrait comparer aux orioles un peu, si on veut. Oui, vraiment. Mais tout jaune, là, un jaune pétant. Puis ça, encore une fois, ils ont été très abondants durant notre passage. Si je dis pas de bêtises, on a eu des journées à 50 individus. OK. Ce qui est beaucoup de captures pour un oiseau qui est quand même plus grand, tu sais, Ah oui. qu'on s'attend à voir en moins grande quantité. Puis eux autres, ils tripaient pas à se faire capturer. Là. Ils étaient pas contents. C'était un klaxon tellement désagréable là, quand tu les prenais. Là. Fait que ça marquait l'expérience. Ça t'a vraiment permis de te faire l'œil à l'identification. Est-ce que tu as continué après? As-tu visité d'autres endroits en Grèce avant de revenir pour faire de l'ornithologie? Oui. Après la fin du stage, on est parti sur l'île de Crète avec mon partenaire de stage. On est parti sur l'île de Crète, puis on a fait 3-4 jours de randonnée où est-ce que c'était encore une fois très isolé. On était hors de la saison touristique. Aller là durant les vacances d'été, ça doit être moins le fun pour l'ornithologie. Fait que c'est ça, sur Crète. Puis encore une fois, on était plutôt léger en sac à dos, mais on avait quand même nos jumelles. Puis c'est les vautours là, qui étaient plus nombreux. J'ai plus le nom de l'espèce précisément, mais des vautours tellement plus grands que nos urubus ici. Là, ça marque l'imaginaire. C'est quand même pas mal inspirant. J'imagine aussi que la température devait être quand même exceptionnelle. Oui. La température, la nourriture aussi, ou c'est peut-être très isolé? C'est ça. La nourriture, ça, c'est autre chose. Là. On était approvisionné. Il n'y a pas d'épicerie sur l'île. Là. On était approvisionné par bateau. Puis c'était arrivé à cause de fériés ou de tempêtes que les bateaux sautaient des semaines puis qu'on se ramassait quelques semaines sans avoir d'approvisionnement. Oh, OK. Fait que sur l'île, c'était limité, mais après ça, une fois qu'on était rendu sur Crète, par exemple, là, oui, c'est sûr que pour l'expérience touristique, la température, une gastronomie puis tout. Ah oui, ça vaut la peine de se déplacer. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, qui... je sais qu'il y a un petit peu une réflexion dans ton article à ce sujet-là. Sortir des sentiers battus, visiter des pays différents. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, admettons, qui sont un peu réticents, en se disant, en Europe, à un moment donné, si on est allé une fois, on a fait le tour pas mal des espèces les plus communes. Parle-nous un peu de faire de l'ornithologie, finalement, une expérience particulière, là, justement, d'être dans un habitat différent, de voir des oiseaux différents. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Je pense que l'ornithologie, c'est une excellente manière de voyager puis de découvrir des nouveaux endroits à travers cette passion-là. T'sais. On l'a nommé, c'est pas la place pour cumuler les espèces, mais ce que j'essaie un petit peu de passer comme message dans l'article, entre autres, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à redévelopper un même émerveillement à la vue d'un oiseau qu'on a déjà vu. Que ça n'a pas besoin d'être une nouvelle espèce puis de se déconnecter un peu des chiffres juste pour apprécier l'oiseau dans un nouveau paysage. Même si c'est une espèce qu'on a vue ailleurs, là, de la voir dans ce contexte-là d'une île grecque, ça renouvelle l'expérience, ça renouvelle l'émerveillement. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très beau, justement, à être capable d'être impressionné encore et encore par la même chose, tu sais. Oui, puis de comprendre aussi par où ces espèces-là passent, donc de pouvoir les voir à différents endroits pendant la migration, de comprendre... contextualiser aussi le trajet qu'ils vont faire. J'imagine que vous aviez des espèces... Est-ce que vous aviez des espèces qui étaient quand même assez nordiques, des espèces qui s'en allaient nicher en Arctique, comme ce que nous on a, ou justement dans le nord de la Suède ou de la Norvège? Plutôt la Suède, la destination des espèces qu'on avait. Mais quand tu penses que ces espèces-là commencent leur migration au sud du Sahara, traversent le désert du Sahara, traversent la Méditerranée pour se rendre jusqu'en Europe du Nord parfois. Puis c'est des espèces, là, des individus qui peuvent peser quelques 10 grammes, tu sais. Fait que c'est sûr que d'imaginer ce voyage-là, il y a pas disons que les obstacles, il y a des oiseaux qui traversent le golfe du Mexique, mais les obstacles dans la migration en Amérique sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Il y a comme un corridor plus naturel, plus facile à emprunter pour les oiseaux américains. Voilà. Évidemment, on n'a pas le Sahara. Le Sahara, c'est extrêmement vaste, puis la plupart des oiseaux vont pas utiliser. Je pense pas qu'ils vont passer par-dessus les déserts, par exemple, du sud-ouest des États-Unis, ou je sais pas s'ils font comme ça. Je connais pas dans le détail les routes migratoires qui sont utilisées ici, autant que je les connais là-bas, c'est drôle à dire, mais je les connais plus en Grèce, parce que j'ai travaillé là-dessus dans le cadre de mon rapport de stage. Mais de la manière dont différents oiseaux utilisent différentes stratégies, certains avec plus de pauses, qui vont plus souvent descendre de leur migration pour se ravitailler avant de traverser la mer Méditerranée, par exemple, ou d'autres qui vont carrément traverser les deux obstacles, le désert puis la mer. D'un seul coup, avec très peu de pauses. T'sais. Ah oui. Fait que c'est vraiment impressionnant de considérer ça, là.
Parle-nous peut-être aussi un petit peu de ton protocole de recherche. Là, j'ai vu que tu faisais de la recherche pendant que tu étais là-bas. Est-ce qu'il fallait absolument que tu fasses une petite recherche pour ton stage? Comment ça se... Oui, ben pour enrichir un peu l'expérience, le coordonnateur nous avait trouvé à mon partenaire et moi chacun un projet qui nous permettait de développer plus de compétences. Et le mien, précisément, c'était de développer une base de données avec des photographies vraiment détaillées puis précises sur la morphologie des ailes de nos captures. OK. Fait que le protocole, dans ce contexte-là, ben, c'était sur certaines espèces, comme la pégrièche écorcheur dont on parlait tantôt. Il fallait la faire coopérer, dire, là, s'il te plaît, arrache-moi pas un bout de peau, montre-moi ton aile. Elle comprenait pas le français, mais... Ah, oui, il fallait le dire en grec en plus. Ouais, voilà, j'aurais peut-être dû essayer. Mais donc, oui, donc avec certaines espèces précises, donc on déployait leur aile sur une surface plane. Puis là, je prenais une photo, puis avec une échelle qui était sur la photo, puis après ça, on pouvait trouver leur aile, l'air de leur aile, la longueur, puis... donc, c'est ça, donc, développer cette base de données-là qui allait servir éventuellement à d'autres études de la station. L'autre protocole de recherche dans lequel j'étais impliqué, c'est celui de Matisse, donc sur le monticole bleu, qui est une des quelques espèces qui nichent sur l'île. Donc là, c'était d'aller... Décrire un peu qu'est-ce que c'est comme oiseau, de comportement, à quelle famille ça appartient peut-être? Oui, on pourrait vraiment le comparer à une grive ou un merle. Là. En anglais, même, c'est Blue Rock Thrush. En anglais, ils font l'amalgame. T'sais. Thrush étant une grive des rochers. Une grive, voilà. Dans les faits, taxonomiquement, c'est pas le même groupe, mais si on veut s'imaginer c'est quoi, ça pourrait être une grive bleutée. Ah, OK. Mon Dieu, ça doit être quand même intéressant. Puis elle vraiment charmant. Sur l'île, c'est quoi son habitat? Ah, ça, c'était compliqué. Anish, donc, elle veut se protéger des faucons qui sont vraiment nombreux, tu sais. OK, oui, c'est dont tu parles aussi dans l'article. Exact. Donc, elle va nicher dans des raccoins rocheux, vraiment sur le bord de la mer, sur les falaises abruptes, mais dans des coins où est-ce que les faucons auront de la misère à se rendre. Mais donc, nous, quand on veut l'étudier, il faut s'y rendre. Hein? Ah oui. Il faut s'y rendre à travers les murs de genévrier, il faut s'y rendre à travers un dénivelé. Et c'est un dénivelé pas possible à marcher pour nos pauvres mollets qui en subissaient tant. Donc, c'est de se rendre dans ces milieux-là. Puis une fois qu'on arrivait à identifier un mâle qui semblait marquer son territoire, on restait avec lui pendant 2 heures à observer justement ses vols, jusqu'où il va s'alimenter, jusqu'où il va chanter pour défendre son territoire, puis essayer de cartographier ça un peu. Ça, c'était l'autre protocole auquel j'ai été impliqué. Ah, OK. Puis, c'est quand même particulier, c'est-à-dire que nous, on n'imagine pas, à part peut-être, les hirondelles, évidemment, par exemple, l'hirondelle de rivage ou, je sais pas, l'hirondelle à front blanc, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de passereaux qui nichent comme ça dans les rochers, là, ici au Québec. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on a l'équivalent, surtout pas de la taille d'une grive ou d'un merle. Hein. Oui, puis c'est un relief qu'on a moins ici. Là. Fait que c'est sûr que ces espèces-là, c'est sûr qu'on n'a pas tant d'espèces qui vont nicher dans ces lieux-là. Là. On imagine bien les oiseaux de mer là, en Gaspésie, les petits pingouins, les guillemots, etc. Bon, c'est à ça que ça m'a fait penser parce qu'on est en pleine mer avec une île rocheuse. Donc, ça pourrait ressembler à ça, oui. OK, mais là, c'est des passereaux qui utilisent ce site-là. Voilà. Donc, c'est quand même, justement, alors aussi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on parle de s'approprier finalement, d'observer une seule espèce pendant des longues périodes de temps. Ça doit être quand même assez méditatif. Puis à la fin, le monticole bleu, j'imagine que vous le connaissiez particulièrement bien. Là. On le connaissait bien, mais je pourrais pas dire particulièrement parce qu'il est vraiment gêné dans ses mœurs. Là. Il se montre pas beaucoup. Puis il fallait garder une grande distance pour pouvoir l'observer. Le moindrement qu'on s'approchait trop, il arrêtait de chanter puis il arrêtait ses comportements qu'on voulait observer. Mais ça reste qu'on finissait par bien le connaître. Puis tu le dis bien, là, c'est des heures passées sur les côtes de cette île-là, qui est par elle-même paradisiaque, à observer 1 ou 2 individus d'une espèce. Là, c'est très méditatif, puis ça te fait, encore une fois, ça rend unique ces observations-là. Là. Et donc, au regard de tous ces protocoles de recherche, de cette recherche-là que tu as fait, sur quoi tu aimerais travailler maintenant que tu fais ton baccalauréat à l'UQAR? Cet été, je travaille avec François Vézina, qui est un prof à l'UQAR, qui a le laboratoire d'écophysiologie aviaire. Donc là, cette fois-ci, c'est avec les mésanges en forêt boréale. Donc, très différent. Très différent comme contexte, mais c'est sûr que j'ai eu la piqûre pour l'ornithologie, puis que j'ai envie maintenant d'étudier ces oiseaux-là encore plus poussé puis en recherche. Là. J'étais plus dans une posture de technicien l'an passé. Là, maintenant,
dans une posture d'étudiant au baccalauréat. Fait que je continue à affiner ma compréhension du milieu de la recherche puis de ce qu'il y a d'intéressant puis de fascinant à découvrir la vie cachée de ces oiseaux-là. Là. Écoute, Thomas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Là. C'était très intéressant. Et merci de m'avoir reçu. Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Vous devriez maintenant avoir reçu votre numéro d'été du magazine Québec Oiseau pour ceux qui sont abonnés. Sinon, il est maintenant disponible près de chez vous pour ceux qui ne le sont pas. Dans le Québec Oiseau d'été, on a une invasion d'oiseaux. On apprend à comprendre et apprécier les espèces plus abondantes en reportage et en images. On met aussi en lumière la paruline obscure et on voyage de la Grèce au Grand Nord en quête de savoir et de beauté. Un numéro à savourer sous un chaud rayon de soleil. D'ici là, je vous souhaite de belles écoutes des Cœurs de l'Aube à votre chalet ou en camping et bonnes observations.